On va parler de la transformation d'un gaz parfait adiabatique, à savoir que le gaz parfait va être enfermé dans un récipient qui peut éventuellement changer de forme, donc le volume peut éventuellement être modifié et la température et la pression aussi. Euh, la transformation va être telle effectivement ici que Q soit égal à 0. Il y a une première chose qui peut être dite avant de traiter le cas de l'équation d'état, à savoir de la relation entre pression, volume et température, c'est que si on applique le premier principe, on a donc delta U qui vaut donc W plus Q, je me situe toujours dans le référentiel barycentrique, et donc de fait, si Q égale 0, on a nécessairement delta U qui est réduit à W. Or, on sait que delta U, pour le gaz parfait, c'est CV fois delta T. Ainsi, si aucune force n'est appliquée et qu'il n'y a pas de travail, ça veut dire que nécessairement c'est isotherme. Forcément, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, envisageons une situation intéressante où on applique effectivement ici un travail. Et donc forcément, la conséquence de cela, c'est que si un travail est appliqué, ça veut dire qu'il y a nécessairement une élévation de température. Donc, chose particulièrement intéressante, on peut avoir la température qui augmente grâce à l'application d'une action mécanique et donc d'un travail. Donc il faut absolument se sortir de la tête que pour envisager une modification de température, il faut nécessairement avoir un transfert thermique. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez effectivement avoir un travail, donc une action mécanique qui génère un changement de température. On viendra un petit peu plus tard sur l'aspect énergétique et on va revenir pour l'heure sur l'aspect des équations d'état. On va travailler effectivement avec un gaz qui, dans l'état initial, a une pression P1, un volume V1, une température T1, et qui se retrouve dans l'état final à une pression P2, un volume V2, à une température T2. Envisageons la situation où notre gaz est un gaz parfait, que la transformation soit adiabatique, et qu'elle soit de surcroît quasi statique, à savoir que s'il y a une modification de pression, il va y avoir une adaptation continuelle de la pression intérieure de la pression extérieure. Ça implique que je vais ici utiliser une configuration à nouveau de type piston adiabatique, ici, avec la pression ici, qui, si elle croît, implique que la pression extérieure croisse également. Donc, si la masse du piston est ici négligée, on va être dans la situation où Px est toujours égal à peu près à pression intérieure, excusez-moi. Donc, P1 dans l'état initial et P2 dans l'état final, donc une pression qui est non constante. Si la transformation est adiabatique, eh bien la relation énergétique que j'ai utilisée tout à l'heure, je peux l'écrire pour une transformation infinitésimale, puisque chaque état intermédiaire est un état d'équilibre. J'ai alors, dans ce cas-là, du qui est donc égal à delta W, où delta W, si je n'ai que les forces de pression, qui vaut moins P dV pour la transformation quasi-statique, la pression extérieure est égale à la pression intérieure. Or, on a un gaz parfait, donc P, je peux l'écrire sous la forme nRT sur V dV. Et puis, j'ai aussi effectivement un gaz parfait, donc je vais pouvoir écrire U à l'aide de CV, sachant que DU, c'est CVDT, et CV, je peux l'écrire comme étant NR sur gamma moins 1
dt. Donc je me retrouve effectivement avec cette relation-là. Je vais réaliser ce qui s'appelle une séparation de variables. Je vois que les NR d'ailleurs s'éliminent. Je vais mettre tous les termes en température d'un côté, dt sur t. Je garde gamma moins 1 de l'autre. Et puis j'ai un dv sur v. Et je vais pouvoir procéder à une intégration. Donc en intégrant entre l'état initial et l'état final, j'ai le logarithme de la température finale moins le logarithme de la température initiale, qui est donc égal à gamma moins 1 fois le logarithme du volume final moins le logarithme du volume initial, ce qui nous permet d'écrire que le logarithme de T1 de TF sur TI, j'avais utilisé des D1 et des 2, bon, qu'importe, et le logarithme de VF sur V ici sont reliés par une relation de proportionnalité, ce qui mène, je vous laisse faire le développement, au fait que TF fois VF à la puissance gamma moins 1 est égal à TI fois VI à la puissance gamma moins 1. Étant donné que cette relation, on peut même l'écrire entre l'état de départ et une situation intermédiaire, ça implique qu'à n'importe quel moment de la transformation, on a le produit de la température et du volume fois gamma moins 1 qui est donc égal à une constante. Cette relation, c'est ce qu'on appelle la relation de Laplace. Et j'insiste bien sur les trois hypothèses qui sont nécessaires. Il faut que la transformation soit adiabatique, qu'on ait le gaz parfait, on l'a utilisé ici, et là, et que la transformation soit quasi-statique, effectivement. Donc, si la transformation est quasi-statique, il n'y a pas de souci, vous avez cette relation. En utilisant la loi des gaz parfaits, PV égale nRT, eh bien, on peut écrire sa transformation non pas avec le couple température-volume, mais avec le couple pression-volume. Dans ce cas-là, on a PV puissance gamma égale constante. Et où, en utilisant température et pression, on a alors P1 moins gamma fois T gamma, qui est donc égal à une constante. Alors à chaque fois, ce n'est pas les mêmes constantes. Il faut faire attention à ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en apprendre une seule et de savoir passer de l'une à l'autre, sachant que la démonstration qui a été faite précédemment est théoriquement hors programme. Je me demande bien pourquoi, parce qu'elle n'est quand même pas très très compliquée. Personnellement, je connais celle-ci. Et les autres, on les obtient systématiquement en utilisant la loi des gaz parfaits. Donc ainsi, on voit que dans la loi des gaz parfaits, où on a pression, volume, température qui sont reliés, maintenant on n'a plus que volume et pression, par exemple. Et donc on peut trouver la température aisément. On a réduit le problème de 3 variables à 2 variables avec ces conditions-là. Attention, si la transformation n'est pas adiabatique, quasi statique. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Je vais essayer de recontextualiser ce qu'on vient de faire. Ce qu'on vient de faire, c'est, par exemple, si je réalise une compression, c'est augmenter graduellement la pression dans cette enceinte d'une pression P1 à une pression P2. Comment je peux faire ça? Je peux faire ça, par exemple, je suis l'image, en prenant un sac de sable qui contient une masse grand M de grains. Ça correspond à la situation du TD grand 4. Je fais un petit trou. Et puis, j'ai des grains qui tombent. Et puis, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus de grains. Donc, comme j'ai de plus en plus de grains, j'ai de plus en plus de poids. Et donc, j'ai la pression qui augmente et donc le volume qui diminue, obligatoirement. Mais comme je le fais tout petit à petit, eh bien, j'ai une situation où, effectivement,
la pression augmente graduellement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sable. Et donc, de fait, j'obtiens une pression finale qui est égale à la pression initiale plus la masse de sable fois G divisé par la surface, comme ceci. Je peux faire une détente maintenant, graduelle. C'est comme si là, je reprenais une petite cuillère, par exemple, et j'enlevais petit à petit les grains de sable. Donc j'ai de moins en moins de masse, et donc de fait, ça va remonter tout doucement. Il se trouve que si j'opère de manière quasi statique, en faisant un aller puis un retour, je reviens forcément à ma pression initiale, puisque ça correspond notamment à la pression qui était imposée par l'atmosphère au départ, et je vais réobtenir exactement la même température et le même volume, parce que je vais avoir cette relation pression-volume qui fonctionne sur l'aller comme au retour. Donc forcément, je vais avoir la pression finale, qui est égale à la pression initiale, qui implique que le volume final est égal au volume initial, et donc que la température finale est égale à la température initiale. Donc cette transformation quasi-statique adiabatique est réversible. Maintenant, envisageons la situation où on opère brutalement, à savoir que le sac de sable qui est accroché ici, je coupe la ficelle et bing, ça va tomber d'un coup. Donc d'un coup, je vais appliquer une masse grand M ici, et donc forcément que je vais appliquer une pression extérieure qui va être égale à la pression initiale plus la force exercée à cause de la masse rapportée à la surface. Ça va continuer à baisser, il n'y a pas de souci, mais ça va baisser brutalement, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir forcément, tout dépend du temps de relaxation, forcément pouvoir définir une pression à l'intérieur. À la fin, à l'équilibre, forcément, puisque j'ai une situation d'équilibre à la fin et seulement à la fin, la pression finale correspond à la pression extérieure à poser, qui est une constante. Ainsi, la transformation que j'envisage va être ici une transformation qui va être brutale, alors certes adiabatique, et monobare, et surtout pas isobare. Donc on envisage ici une transformation brutale monobare. Je ne peux pas a priori définir d'état de pression intermédiaire, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir a priori travailler avec des éléments différentiels. J'ai toujours delta U qui vaut W. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Et attention, ce n'est pas quasi statique, mais c'est monobare à la pression extérieure imposée, qui est en fait la pression finale. Or, quand on a une transformation monobare, eh bien, on intègre cette relation-là, de VI à VF, de D de V, il nous reste ici moins Px, c'est-à-dire Pf, facteur de Vf moins Vi. Delta U, c'est toujours CV delta T, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui nous donne CV, donc NR sur gamma moins 1, facteur de température finale moins température initiale, qui est donc égal à moins PF, facteur de VF moins VI. J'ai la température, le volume et la pression dans l'état initial et dans l'état final. Il va falloir que j'élimine quelque chose. Notamment, j'ai ma loi des gaz parfaits qui va me permettre d'éliminer l'une des trois variables. Je vais choisir de garder les pressions et les températures. Donc,
je vais écrire que mon volume final, c'est nRT final sur P final, et mon volume initial, c'est nRT initial sur P initial. Les NR vont pouvoir sortir de la parenthèse de droite et se compenser avec le terme de gauche. Ils vont s'éliminer. Donc il me reste au final TF moins TI, qui est donc égal à gamma moins 1. Le gamma moins 1, je le passe de l'autre côté. J'ai un signe moins. Ici, j'ai PF que je vais rentrer. Donc comme j'ai PF que je rentre, je vais avoir PF ici sur PF fois TF, moins, eh bien, PF sur PI fois TI. Voilà. Bien. Je crois que je vais pouvoir faire des factorisations. Donc il nous reste TF facteur de... Qu'est-ce que j'ai? J'ai 1. De ce côté-ci, j'ai moins gamma moins 1. Donc ça me fait un plus gamma moins 1. Qui est donc égal à TI, que je passe de l'autre côté. Ici, j'ai un 1. Et puis là, je rentre ce terme, le moins gamma moins 1 ici. Il me reste un gamma moins 1 avec un plus facteur de PF sur PI. Ce qui fait qu'au final, j'obtiens TF qui est égal à TI sur gamma, facteur de 1 plus gamma moins 1, PF sur PI. Donc dans le cas où c'est brutal, on voit qu'on n'obtient pas du tout la loi de Laplace. Donc la loi de Laplace ne fonctionne pas, à savoir que ceci va être différent. La loi de Laplace, elle donnera ici TI, facteur de PF sur PI. Il y a un travail de calcul à faire avec les puissances. Il nous reste du 1 sur gamma sur gamma. 1 moins gamma sur gamma. En fait. Donc, c'est différent. Voilà. On peut montrer que si on opère brutalement, donc ça, on met la masse sur le piston, boum, ça descend d'un coup. Donc les gaz chauffent, c'est normal que les gaz chauffent puisque on apporte du travail et donc forcément delta U égale W implique que delta T est positif. Et si on enlève d'un coup, bah, ça va être maintenant monobar à PI, puisque là j'ai PI à l'extérieur. Eh bien on va pouvoir obtenir une troisième température. On reviendra dans la situation initiale. On était parti de PI jusqu'à PF pour revenir à PI, mais en fait, on ne va pas revenir à la température de départ. Ça, je vous invite à le voir dans cet exercice, si bien que cela montre que la transformation adiabatique brutale n'est pas réversible. On ne revient pas à la situation de départ, même si on revient à la pression de départ. Contrairement à ce qui se passe avec la loi de Laplace. Donc, il faut bien faire attention à ce genre de raisonnement. Juste une petite remarque. Si en fait la pression finale est égale à la pression initiale plus, allez, un tout petit incrément de pression, qu'est-ce que nous donne effectivement cette relation? Eh bien, ça nous donne TF qui va être égal à TI sur gamma, facteur de 1 plus gamma moins 1, facteur de PF sur PI, bah, PF sur PI c'est 1, plus dp sur PI. Je vais écrire TF comme étant tout simplement TI plus une petite incrémentation de température. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Bah, ça va nous donner ici TI plus dt. Je vais peut-être d'ailleurs multiplier par gamma pour que ce soit plus facile après. Qui est donc égal à 1 plus gamma moins 1, je distribue, plus gamma moins 1, facteur de dp sur pi. Bah là, je vais avoir un gamma, à nouveau, qui apparaît.
Et donc, je vais rediviser par gamma, à droite et à gauche. Il me reste ici que TI plus DT. Et donc, j'ai oublié de distribuer ici. Excusez-moi. J'ai oublié le TI qui était là. Donc, je reprends. Donc, en distribuant, je vois que j'ai un gamma TI à gauche et ceci me donne en gamma un gamma TI qui s'élimine. Il me reste donc, je repasse en haut, avec gamma dt qui est donc égal à TI multiplié par TI multiplié par gamma moins 1 fois dp sur PI. En d'autres termes, on aboutit au fait que gamma dt sur TI est donc égal à gamma moins 1 dp sur PI. Et si je fais ça graduellement en cours de route, bah, je peux le faire pas seulement dans l'état initial, mais pour n'importe quelle température et n'importe quelle pression. Donc en intégrant, on va aboutir à gamma log de T, qui est donc égal à gamma moins 1 log de P plus une constante, ce qui revient à écrire, en intégrant l'état initial à l'état final, que TF sur TI est donc égal à PF sur PI j'ai peut-être perdu un sigma dans la bataille, facteur de ici gamma moins 1 sur gamma, j'ai dû perdre un sigma quelque part, qui peut-être dès le départ ici, mais comme j'ai tout effacé, je ne sais plus où c'était, donc il y a un sigma quelque part que j'ai paumé à retrouver dans le développement antérieur. En fin de compte, on obtient effectivement la même chose. Donc si on opère effectivement de manière quasi statique, on va effectivement... non, c'était là que je m'étais trompé. C'était ici que je m'étais trompé. Parce que là, c'était PI sur PF. Voilà. Donc en fin de compte, ça nous donne effectivement la même chose ici. La gamma moins 1. Voilà. Donc en opérant de manière quasi statique, effectivement, on retrouve effectivement la même chose. Donc attention à cet exercice, il est assez important.